Bonjour à tous. C'est un immense privilège pour moi d'être ici aujourd'hui dans cette magnifique région du Languedoc-Roussillon. Vous savez, il y a plein de chercheurs, entre autres toute l'équipe des gens de la revue Entreprendre et Innover, qui auraient pu faire ce discours d'ouverture aussi bien que moi, sinon mieux. Je pense que j'ai été choisi justement parce que je suis québécois. Je suis le volet international du Congrès. Peut-être même une touche d'exotisme, puisque vous aviez Claude Ananou il y a 2 ans, mais Claude est un Français d'origine, donc il parle français. Moi, je parle québécois. Alors, j'espère que vous serez quand même en mesure de comprendre ce que je vais vous raconter. Mais bon, alors, ça me fait un immense plaisir donc d'être ici et de faire la conférence d'ouverture. Je me suis demandé un peu qu'est-ce que j'étais pour vous présenter, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'ateliers qui vont vous être présentés dans lesquels vous allez revoir un peu vos modes de fonctionnement, vos modes d'accompagnement. Et je suis parti avec l'idée que le titre de la conférence visait notamment dans le fond, à susciter la discussion, à remettre en question les pratiques, à réfléchir, dans le fond, peut-être aux idées reçues. Alors, j'ai volontairement choisi d'être un peu provocateur dans mon choix de thématique et même de réfléchir un peu en amont, donc d'aller, dans le fond, un peu plus loin que l'idée de comment on peut accompagner, bien que je vais y arriver dans la présentation, mais même pourquoi accompagner. Donc, c'est la première question qui m'est venue à l'esprit, puisqu'il n'y a pas toujours eu des structures d'accompagnement. Hein, je veux dire, il y a toujours eu de l'entrepreneuriat. Tu sais, même à la limite, construire une pyramide demandait nécessairement de l'organisation et une certaine forme d'entrepreneuriat, mais il n'y avait pas nécessairement des structures d'accompagnement pour aider les gens à devenir des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte, dans le fond, qu'aujourd'hui, on a ces structures d'accompagnement-là et pourquoi, dans le fond, on devrait en avoir de besoin? Je suis parti un peu avec cette idée-là. Et essentiellement, ce qui ressort dans les discours, c'est 2 principales raisons. La première, c'est on veut créer des emplois, on veut développer l'économie territoriale, on veut augmenter le PIB. Et à mon avis, c'est une erreur de concentrer l'entrepreneuriat sur ces éléments-là. Moi, je viens de Trois-Rivières, mais c'est la ville dans laquelle je travaille. La structure d'accompagnement local à Trois-Rivières reçoit officiellement, dans le fond, ils disent on reçoit tous les entrepreneurs qui ont des projets et on va les accompagner. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Et pourquoi ce n'est pas tout à fait vrai? À cause qu'ils doivent démontrer leur capacité à créer des emplois et à développer des entreprises pérennes. Alors, comment ça se passe? C'est qu'officiellement, tout le monde est reçu, tout le monde a le droit de recevoir les services d'accompagnement. Ça, c'est dans les discours. En pratique, on dit, bien, écoutez, avant même de recevoir un conseiller, allez suivre une séance d'information dans laquelle on vous montre comment préparer un plan d'affaires moindrement structuré. Et après que vous aurez fait votre plan d'affaires, vous aurez droit de rencontrer un conseiller. On ne leur dit pas vraiment, sauf cette heure-là, on ne leur dit pas vraiment comment développer leur plan d'affaires, ni même comment bien présenter leur projet. Alors, ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui arrivent devant le conseiller avec un projet mal ficelé, ne savent pas trop par où commencer. Là, le conseiller dit, tu as encore beaucoup de travail à faire. Je vais te laisser faire tes devoirs parce que je ne suis pas là pour le faire à ta place. Tu dois le faire par toi-même. Et là, il retourne, dans le fond, l'entrepreneur chez lui qui ne sait toujours pas comment faire, comment développer son projet. Et donc, il finit par se décourager puis abandonner l'idée d'être accompagné. Ceux qui sont mieux structurés, ah bien là, oui, on prend un rendez-vous, on prend le nom en note dans les registres des gens qui sont accompagnés, et là, on va leur donner du soutien. Ce qui fait qu'au final, bien, on a de la création d'emplois vis-à-vis de l'accompagnement parce qu'on ne retient que les projets qui ont un certain potentiel. Mais ça, c'est fait de façon totalement hypocrite. Hein, parce que dans les faits, je veux dire, officiellement, dans les discours, on accueille tout le monde, puis tout le monde est les bienvenus dans la structure d'accompagnement. Alors, j'imagine qu'en France, ce n'est pas fait comme ça. Il n'y a pas de filtre à l'entrée. On ne retourne jamais les gens chez eux, ceux qui ont moins de potentiel. On accueille vraiment, vraiment, vraiment tout le monde. J'en doute. Mais je pense qu'il y a des filtres à l'entrée qui sont faits de façon explicite parfois et d'autres fois de façon un peu implicite et, je dirais, hypocrite. Et tout ça parce qu'on veut démontrer qu'il y a création d'emplois. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est pervers et pourquoi, dans le fond, on ne devrait pas focaliser là-dessus. Deuxième élément qui est souvent évoqué, c'est l'idée de contribuer au développement humain. Hein, on veut, dans le fond, préparer des gens au métier de l'entrepreneuriat. Et dans cette logique-là, je pense que les structures d'accompagnement devraient se concentrer sur cet élément-là en particulier.
Connaissez-vous Scott Shane, à main levée, ceux qui connaissent les travaux de Scott Shane? Pas mes collègues universitaires, eux, ils connaissent. Scott Shane est sans doute un des auteurs les plus connus dans le monde de l'entrepreneuriat, au niveau des universitaires, bien entendu, mais il a écrit quelques bouquins, disons, destinés grand public, dont celui-là, The Illusion of Entrepreneurship. Scott Shane est, à mon avis, excessivement brillant, fait des travaux très, très, très bien menés. Et dans son livre, The Illusion of Entrepreneurship, que je vais vous présenter quelques extraits, dans le fond, il s'affaire à démontrer que, finalement, le lien entre l'entrepreneuriat et le développement économique, et en particulier la création d'emplois, c'est un peu de la foutaise. C'est un mythe. Et on alimente ce mythe-là parce que ça fait vivre toute une industrie, dont l'industrie de l'accompagnement. Bien, je vous l'avais dit que j'étais pour provoquer, hein? Alors, Scott Shane, ce qu'il montre, et là, sur énormément de travaux qui appuient ces idées-là, mais il montre qu'essentiellement, la start-up typique, 18 000 € de capitaux, hein, donc des très petites structures, commerce de détail essentiellement, services personnels. C'est ça, les créations d'entreprises qui sont faites. Bon, évidemment, c'est la moyenne. Il y a évidemment d'autres types de start-up, mais en gros, c'est beaucoup de ça. Essentiellement des travailleurs autonomes basés à la maison. Hein, le portrait robot de l'entrepreneur créateur typique, c'est plus ça. Et l'entrepreneuriat est corrélé à 66 % avec le PIB provenant de l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'agriculture, essentiellement, génère énormément d'activités économiques, va créer plein d'entreprises en périphérie. Et j'imagine que c'est particulièrement vrai dans une région comme ici, le Languedoc-Roussillon. Et donc, ça veut dire que finalement, le driver, pardonnez-moi l'expression anglaise, mais le driver de l'économie, ce n'est pas tellement la création d'entreprises, mais l'agriculture qui mène à des créations d'entreprises. Autre élément, et en France, par exemple, et dans les pays de l'OCDE, c'est la même histoire qui se répète, sur plus de 30 ans, ce qu'on observe, c'est que l'entrepreneuriat est corrélé négativement avec le PNB. Plus on a de création d'entreprises, plus bas sera le PNB. Surprenant, n'est-ce pas? Aux États-Unis, la corrélation entre l'entrepreneuriat et la faillite est à 77 %. On veut expliquer qu'est-ce qui amène la faillite des entreprises? 77 % l'entrepreneuriat. Donc, si on ne veut plus qu'il y ait de faillite d'entreprise, que doit-on faire? Je pose la question. Au niveau des emplois en tant que tels, de façon plus particulière, aux États-Unis, 1 % des emplois proviennent des entreprises de moins de 2 ans. Donc, ce n'est pas vrai que l'entrepreneuriat, du moins les nouvelles entreprises, créent beaucoup d'emplois. 60 % des emplois viennent des entreprises établies, plus de 10 ans qui sont établies. Les nouvelles entreprises créent 7 % des nouveaux emplois. Puis quand on suit, aux États-Unis, on suivi une cohorte d'entreprises. En 1998, c'est cette nouvelle cohorte-là qui ont créé des emplois. Ils en ont créé 798 000. 4 ans plus tard, il en restait 670 000. Donc, le net, ils n'ont pas contribué à créer des emplois. Les emplois qui ont été créés 4 ans plus tard, il y en a une partie qui ont disparu. Donc, on crée des emplois, mais qui finissent par disparaître. Et les emplois créés de ces nouvelles firmes-là sont moins bien payés, essentiellement du travail à temps partiel. Alors, donc, le portrait n'est pas tellement joli quand on regarde l'effet de l'entrepreneuriat sur la création d'emplois. Et pourtant, on continue à répéter le discours de dire « ça prend de l'entrepreneuriat pour créer des emplois, pour développer l'économie ». Ce n'est pas ça qui se passe concrètement quand on regarde toutes les études sur l'entrepreneuriat. Il y a une infime proportion des nouvelles entreprises qui vont devenir ce qu'on appelle des gazelles, des entreprises à forte croissance, donc qui vont avoir au moins 20 % de croissance des ventes et de l'emploi pendant 4 ans. C'est à peu près 3 % des entreprises qui deviennent, dans leur existence, des gazelles. Donc, c'est marginal. Et c'est principalement des entreprises établies de plus de 10 ans qui vivent des phénomènes de forte croissance. Très, très rare des nouvelles entreprises qui vont devenir des PME à forte croissance, et c'est à peu près impossible à prédire dès le départ.
Si on regarde le processus entrepreneurial en France en 2012, l'enquête du Global Entrepreneurship Monitor qui a été coordonnée par Alain Fayolle et des collègues, on voit qu'en France, en 2012, il y avait 64 des Français, dans le fond, qui disaient que l'entrepreneuriat est une carrière désirable. Donc, l'entrepreneuriat est relativement valorisé dans la société française. 17 qui ont l'intention de devenir des entrepreneurs dans les 3 prochaines années, mais seulement 5 qui vont se mettre en action pour démarrer des nouvelles entreprises. Et de ce nombre-là, il y en a une très, très, très grande proportion qui vont quitter, qui vont amorcer des activités et au bout de quelques années vont abandonner pour soit retourner salarié ou peut-être créer un autre projet, mais c'est encore là assez marginal comme phénomène. Très peu vont passer au travers des 3 ans et demi, 4 ans critiques pour devenir des entrepreneurs établis. Donc, il y a 3 d'entrepreneurs établis en France et de cette proportion-là, beaucoup de travailleurs autonomes ou de l'auto-emploi. Donc, essentiellement, des dirigeants de PME en France, il n'y en a pas beaucoup. Et de ce nombre-là, on se rappelle, 3 maximum vont devenir des PME à forte croissance. Donc, autrement dit, dans vos structures d'accompagnement, des gens qui vont avoir une période de forte croissance un jour et dans le fond, créer des emplois, c'est marginal. Si vous en avez un, prenez-le en photo, parlez-en. C'est l'exception qui confirme la règle. À moins que vous filtrez un peu à l'entrée. Là, vous allez en avoir plus, évidemment. Mais est-ce que c'est la structure qui fait en sorte que vous avez eu plus de gazelles dans votre structure? Ou, autrement dit, est-ce que c'est l'accompagnement que vous faites qui crée ça ou c'est le filtre à l'entrée? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc, essentiellement, les gens que vous accompagnez, c'est des travailleurs autonomes, des entrepreneurs au projet incertain, puis on vous met de la pression en disant « Oui, mais est-ce que vous créez des emplois? » Je veux dire, si vous accueillez tout le monde, peu de chances que vous créez des emplois. Alors, ce discours-là, à mon avis, doit changer. Il faut arrêter de parler, de dire que les structures d'accompagnement sont là pour soutenir la création d'emplois. Vous êtes là pour développer des humains, développer le potentiel humain. Bon, c'est mon opinion, on peut en débattre, là. Mais je crois que vous devriez vous concentrer là-dessus et lutter un peu contre ce discours-là que l'entrepreneuriat sert uniquement, ou en tout cas devrait servir essentiellement à la création d'emplois, bien que ce soit ce que les pouvoirs publics souhaiteraient mettre en place. J'ai voulu aussi aller un petit peu plus loin dans la provocation, si je ne vous ai pas assez provoqué, en vous présentant des travaux qui sortent un peu des sentiers battus, qui sont excessivement bien faits, mais qui sont assez peu connus du grand public et même au sein même de la communauté de chercheurs. Il y a principalement 3 niveaux d'analyse quand on fait de la recherche. Je vous passe le détail, mais ce que ça dit, ces 3 niveaux-là, c'est qu'il y a les niveaux un peu plus en surface où on regarde ce que les gens racontent et ce que les gens font. Alors qu'on fait de la recherche, on va faire, par exemple, de l'analyse de discours. On va interroger les entrepreneurs, on va interroger les gens des structures d'accompagnement, puis on va essayer, dans le fond, de faire du sens un peu de ce qui est raconté et de théoriser là-dessus. Il y a un niveau un peu plus symbolique où là, on va dans le fond, étudier les attitudes, les croyances et les intentions. Et il y a un niveau beaucoup plus en profondeur qui est le niveau neurologique et les processus biologiques, à peu près pas étudiés en entrepreneuriat. Alors que pourtant, ces 3 niveaux-là s'emboîtent un peu comme des poupées gigognes. Autrement dit, les attitudes et les croyances sont fortement ancrées dans les processus neurologiques et biologiques. Et les attitudes et les croyances, dans le fond, vont conditionner ce qu'on va raconter comme discours et ce qu'on va poser comme geste au quotidien. Donc, c'est un peu comme des poupées gigognes qui font en sorte que il y a beaucoup de travaux qui étudient en surface, très peu en profondeur. Alors, je vais vous présenter des travaux qui étudient justement en profondeur, dont les niveaux, au niveau génétique. Connaissez-vous Scott Shane? Il y en a que oui, ils ont retenu le nom. Alors, Scott Shane a publié un autre bouquin grand public qui est disponible et que je vous invite à lire d'ailleurs, qui s'appelle Born Entrepreneurs, Born Leaders. How Your Genes Affect Your Work Life. Donc, titre quand même relativement provocateur. Et ce que Scott Shane raconte, c'est qu'essentiellement, la génétique conditionne énormément de choses dans notre vie. Et notamment les choix vocationnels. Et tout son livre tourne alentour de ça. Comment, dans le fond, notre génétique fait en sorte de déterminer ce qu'on va faire comme métier, comme travail, ce qui va nous attirer.
Et il y a 4 principaux processus qui amènent les gens à faire des choix en fonction de leur gène. Le premier, c'est via les réactions chimiques cérébrales. Connaissez-vous le gène DRD2? Ce n'est pas un robot de la guerre des étoiles, c'est R2D2. Mais c'est un gène qui fait en sorte qu'en situation de risque, ceux qui possèdent ce gène-là vont avoir du plaisir parce qu'il va y avoir une libération d'hormones de plaisir à toutes les fois qu'on se place dans une situation de risque et qu'on réussit. Alors, les gamblers, les gens qui font, dans le fond, qui jouent au jeu de hasard, ce sont essentiellement des gens qui ont le gène DRD2. Donc, ils jouent de l'argent. S'ils gagnent, ils ont une libération d'hormones de plaisir fantastique et ils ont le goût d'avoir à nouveau cette libération d'hormones. C'est ce qui les amène à devenir des joueurs compulsifs. Quand on est entrepreneur, est-ce qu'on prend des risques? Je pense que oui. Alors, et les risques, dans le fond, ne sont pas tellement excitants si on n'a pas ce gène-là. Par contre, si on a le gène DRD2, bien, et on prend des risques et qu'on réussit, eh bien là, on a un sentiment d'euphorie, on est heureux d'avoir réussi et ça alimente, dans le fond, le comportement et le choix vocationnel, dans ce cas-ci, de l'entrepreneuriat. Deuxième processus au niveau de la génétique, c'est via la personnalité. Les gènes conditionnent, dont le gène DRD4, c'est un exemple parce qu'il y en a plein d'autres exemples dans le livre de Scott Shane, mais par exemple, le gène DRD4, que je ne connaissais pas avant de lire le livre de Scott Shane, augmente l'extraversion, donc le trait de personnalité d'être à l'aise à entrer en contact avec les gens. Alors, c'est assurément utile pour vendre, convaincre et ainsi de suite, qui sont des qualités, dans le fond, entrepreneuriales. Hein, un entrepreneur qui n'est pas capable de vendre son projet a assez peu de chances de réussir. Alors, s'il possède le gène DRD4, il va être absolument à l'aise d'entrer en contact avec les gens, donc il a plus de chances de réussir, de vendre son projet, d'être accueilli dans une structure d'accompagnement et évidemment de réussir en affaires. Troisième processus, via les choix d'environnement favorables. Parce que vous allez me dire, oui, les gènes, c'est bien, mais il y a aussi les environnements. Hein? Nous, on fait de l'accompagnement. Si on n'était pas là, qu'est-ce qui arriverait? Les gens qui font de la formation, ils aident les entrepreneurs. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui amène les gens à choisir ces formations-là, à aller vous voir dans vos structures d'accompagnement? Encore là, c'est les gènes. Pourquoi? Bien parce qu'évidemment, si je suis attiré par un métier qui va mettre en avant-plan mon extraversion puis la prise de risque, et donc je décide que l'entrepreneuriat est quelque chose qui m'attire, bien, je risque de prendre une formation en entrepreneuriat ou je risque de prendre des formations qui m'amènent à consolider ce que j'ai comme potentiel au niveau entrepreneurial. Donc, les gens font des choix en fonction aussi de leur génétique. Et finalement, via l'interaction avec l'environnement. Donc, encore le gène DRD4 qui rentre en ligne de cause, et c'est un exemple, il y en a d'autres, mais ce gène-là fait en sorte, par exemple, d'augmenter la saillance de certaines informations. Donc, quand on fait du traitement d'informations, bien, le gène DRD4 aide à sélectionner l'information qui est la plus utile à la prise de décision. Est-ce qu'un entrepreneur a besoin d'informations, par exemple, pour identifier une opportunité d'affaires dans laquelle ça va lui permettre de réussir? Je pense que oui. Donc, le gène DRD4 est tout à fait utile aux entrepreneurs. Ça leur permet de mieux filtrer l'information et de retenir, dans le fond, les informations qui vont leur être utiles pour identifier des opportunités d'affaires. Je vous ai un peu shaké, comme on dit en québécois, dans vos croyances. J'en ai d'autres comme ça, je n'ai pas fini. Alors, non seulement la génétique permet de conditionner les choix vocationnels, dans le cas de l'entrepreneuriat, ce que le travail de Scott Shane démontre, c'est que si je prends un test génétique de n'importe qui dans la salle et j'analyse selon les gènes, je vais être capable de prédire à 48% si vous êtes un entrepreneur ou pas. J'ai une chance sur 2 de me tromper. Mais ça dit quand même énormément. C'est que je n'ai même pas interrogé la personne, je n'ai même pas vérifié ses intérêts, je n'ai même pas besoin de la rencontrer, juste un bout de cheveux, on fait l'analyse en labo, et 48% de chances de déterminer avec, dans le fond, que la personne est entrepreneur. C'est fou, hein, quand on y pense, c'est vraiment fou. Donc, l'environnement, c'est ce qui reste, 52%. Et non seulement ça, mais la génétique influence la performance entrepreneuriale. Comment ça? Au travers des traits de personnalité, notamment.
Donc, ce que Scott Shane a trouvé, c'est que le fait d'être extraverti influence la performance entrepreneuriale. Et ça, c'est 59 % expliqué par la génétique. Le fait d'être ouvert aux expériences influence la performance entrepreneuriale. Et ça, c'est expliqué à 39 % par la génétique. Le fait d'être agréable et d'être performant, c'est une relation négative. Plus on est agréable et moins on est performant comme entrepreneur. Vous allez me dire comment ça, les entrepreneurs que je rencontre sont super agréables. Avez-vous déjà négocié avec un vrai entrepreneur? Ils peuvent ne pas être agréables quand vient le temps de négocier parce que, évidemment, c'est important d'avoir, dans le fond, des bons prix puis de faire sa place sur le marché. Donc, ils ne sont pas forcément toujours agréables. Ils le sont avec les bonnes personnes. Mais ils sont capables de ne pas être agréables. Et ça, c'est expliqué à 100 % par la génétique. Bref, il y a des composantes génétiques qui expliquent aussi la performance entrepreneuriale. Donc, non seulement les choix vocationnels, mais également la performance. Je vais faire des liens avec les travaux d'un chercheur qui est à Montpellier, Olivier Torres, que vous connaissez peut-être, le laboratoire Amaroc, qui travaille sur la santé des entrepreneurs. Olivier ne travaille pas sur la génétique, mais ses travaux, sans le dire, parlent de génétique. Pourquoi? Parce qu'il dit, dans le fond, que les dirigeants de PME, essentiellement, ont des facteurs pathogènes dans leur métier qui font en sorte de nuire à leur santé. C'est par exemple la surcharge de travail, beaucoup plus grande qu'un travailleur ordinaire, le stress, beaucoup plus grand que plusieurs travailleurs, la solitude patronale et l'incertitude systématique de l'entrepreneuriat est susceptible de nuire à la santé de l'entrepreneur. Pour balancer ça, il y a des facteurs salutogènes qui sont notamment la maîtrise de son destin, le fait de pouvoir faire des choix par soi-même, l'optimisme, l'endurance physiologique et psychologique. Et ces éléments-là sont essentiellement liés à des éléments de la personnalité ou de la génétique. Autrement dit, et sans le dire, autrement dit, pour balancer tous les effets pathogènes de l'entrepreneuriat, donc pour réussir comme entrepreneur dirigeant de PME, ça nous prend, dans le fond, des éléments qui touchent notre génétique et notre personnalité pour être capable de passer au travers du stress et de l'incertitude que l'entrepreneuriat génère. Si on n'a pas ce qu'il faut, on risque d'abandonner parce que ça ne sera pas agréable d'être entrepreneur. Ça va? Donc, est-ce que c'est un peu comme les joueurs de foot ou de soccer, comme on dit au Québec? Est-ce que c'est un peu, dans le fond, une bonne partie de la génétique? Hein? Je veux dire, j'aurais bien voulu devenir un joueur de foot professionnel, mais je n'avais pas ce qu'il faut. Je n'avais pas de talent pour courir. Je n'étais pas capable de jouer avec le ballon convenablement. J'ai bien beau pratiquer, faire partie des équipes. Ça ne change rien, je reste médiocre parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, est-ce qu'il y a une composante génétique et comment en tenir compte, dans le fond? Parce que là, vous allez me dire, on ne peut pas rien faire avec la génétique. Qu'est-ce qu'on peut bien faire vis-à-vis de l'accompagnement? Donc, je pose la question, si la génétique explique beaucoup le phénomène entrepreneurial, à quoi servez-vous? Bon, je vais vous aider, là. Vous êtes l'environnement favorable. On ne peut pas changer les gènes des gens, mais on peut très certainement mettre des conditions favorables pour permettre aux gens qui ont le potentiel de devenir entrepreneurs de le devenir de façon plus rapidement. Et est-ce que la génétique affecte l'accompagnement? Ça, c'est la question que je me suis posée. Et il n'y a à peu près pas de travaux qui traitent spécifiquement, en fait, je n'en ai pas vu qui traitent de la génétique et de l'accompagnement, mais il y a des travaux qui qui sont en périphérie, qui regardent, dans le fond, des éléments liés à la personnalité et liés à l'accompagnement. Et je vais vous présenter le projet GATE. Et pourquoi le projet GATE est particulièrement intéressant? C'est que le projet GATE, il n'y a pas cette fameuse hypocrisie-là que je référais au début de sélection des bons projets en faisant tourner en rond ceux qui n'ont pas vraiment de potentiel pour qu'ils abandonnent l'idée de venir nous voir de façon un peu hypocrite. Le projet GATE, essentiellement, ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'est 4 198 individus qui ont été sélectionnés au hasard pour avoir de l'accompagnement. Donc, rien d'autre que le hasard. Tu viens, tu fais une demande et de façon aléatoire, on en tire la moitié qui vont avoir de l'accompagnement et l'autre moitié qui n'en auront jamais pendant 5 ans au moins. Est-ce que vous seriez prêt à faire un projet de recherche de cette nature-là dans vos structures, de dire à la moitié des gens, vous n'aurez pas d'accompagnement dans les 5 prochaines années? Alors, c'est pour ça que ça arrive à peu près jamais. Puis les structures, dans le fond, font un certain fil. Puis là, non, on n'est pas pour empêcher le service. On est tellement bon, on a besoin, dans le fond, d'aider les entrepreneurs. Sinon, que vont-ils faire sans nous? Alors, le projet GATE est en ça unique, c'est qu'il n'y a pas ce filtre-là à l'entrée officielle ou hypocrite, comme je disais. Et donc, les gens ont été assignés aléatoirement à l'accompagnement ou, dans le fond, à avoir rien pendant 5 ans. Il y a eu un suivi qui a été fait à 6 mois, 18 mois, puis à 60 mois.
Il y avait évidemment de l'accompagnement par un conseiller expérimenté pendant un certain nombre de temps et de la formation aux besoins selon le profil des entrepreneurs, dans le fond, selon ce qu'ils le souhaitaient. Qu'est-ce qu'ils se sont aperçus dans le projet GATE? L'accompagnement et la formation ont un effet à court terme. Tous ceux qui ont suivi l'accompagnement ont démarré plus rapidement. Donc, ils ont mis en place la structure, mais à 60 mois, aucune différence. Autrement dit, on les aide à accélérer leur projet, ou en tout cas les accompagnateurs les aident à accélérer leur projet, mais sur le long terme, pas d'effet. C'est un peu inquiétant. Par contre, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait un effet, mais seulement pour ceux qui sont tolérants au risque. Alors, on revient avec l'idée de personnalité, on revient avec l'idée, vous vous souvenez du gène DRD2, le risque. Okay? Donc, ceux qui sont plus tolérants au risque, donc qui ont sans doute plus un profil entrepreneurial, eux, à 60 mois, étaient mieux établis que les autres qui n'ont pas eu d'accompagnement. Autrement dit, il y a un effet d'interaction. Ce n'est pas simplement le fait de les accompagner, ça n'a pas tellement d'effet à long terme, mais quand on accompagne des gens qui ont le profil pour réussir, à 5 ans, ils ont des entreprises plus pérennes. Ça va? Bon, là, je vous présente un peu mes travaux sur le mentorat. C'était trop tentant de vous parler un peu de ce que je fais comme travail. Je suis évidemment pas au niveau de la génétique, bien entendu, mais j'ai mesuré, dans le fond, des éléments qui touchent la personnalité des entrepreneurs dans un contexte de mentorat. Alors, le mentorat, vous le savez sans doute, là, mais c'est l'accompagnement par un entrepreneur expérimenté d'un entrepreneur novice. Et ce que je voulais vérifier, c'était le sentiment de confiance du mentoré à identifier des opportunités. Et je voulais voir, dans le fond, si le mentorat avait un effet auprès des entrepreneurs novices. Et je voulais voir aussi en fonction du profil de personnalité. Et ce que j'ai choisi comme profil de personnalité, c'est l'idée de Learning Goal Orientation, ou orientation dans un but d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est cette composante-là? C'est qu'il y a des individus, dans le fond, on peut les classer principalement en deux groupes. Ceux qui croient que leur intelligence est fixe, donc qui ne peuvent pas, dans le fond, se développer au niveau de leur intelligence, vont développer ce qu'on appelle un Performance Goal Orientation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sont en situation compliquée, de défis, dans le fond, d'incertitude et qui vont échouer, ils vont dire, bien, c'est pas pour moi, et ils vont chercher une autre activité. Par contre, il y a des individus qui croient que leur intelligence est malléable, donc ils vont avoir un Learning Goal Orientation. Et ces gens-là, face aux défis, face aux difficultés, ils vont dire, c'est l'occasion pour moi d'apprendre. Ils ont un échec, c'est pas grave, j'apprends de mon échec. Et je continue à travailler parce que je le sais que si je travaille fort, je vais réussir à apprendre et mon intelligence va se développer. D'après vous, les entrepreneurs, est-ce que c'est plus des gens qui croient que leur intelligence est malléable ou qui est fixe? Moi, j'ai pris pour pari que c'était des gens qui avaient l'intelligence malléable, qui aiment être placés dans des défis, qui aiment apprendre. Les véritables entrepreneurs, pour moi, c'est des gens qui, face à l'échec, disent, bon, bien, c'est une occasion d'apprendre et on repart en affaires. Et effectivement, cette mesure-là, juste pour une petite anecdote, cette mesure-là, de 1 à 7, et je n'ai que des entrepreneurs, ils ont scoré en moyenne 6,4 sur 7. Okay, donc, ils sont très, 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 très fortement orientés dans un but d'apprentissage, les entrepreneurs de mon échantillon. Donc, 360 mentorés, un suivi longitudinal sur 3 ans auprès de 106 d'entre eux. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant pour faire le lien avec la personnalité? Ceux qui sont fortement orientés vers l'apprentissage, donc la ligne pleine, le mentorat n'a pas d'effet. On voit, là, c'est une ligne droite, une pente même légèrement descendante, mais c'est non significatif. Donc, pour les gens qui sont orientés fortement vers l'apprentissage, donc tantôt ce que j'évoquais, des véritables entrepreneurs qui, dans le fond, face aux défis, vont persévérer, ces gens-là, le mentorat, ils n'en ont pas tellement de besoin pour se donner confiance. Hein? Parce qu'ils ont plein de choses dans leur environnement qui leur permettent d'apprendre. Par contre, pour ceux qui sont faibles au niveau de l'orientation vers un but d'apprentissage, là, eux, le mentorat a un effet positif. Ils ont besoin du mentorat pour se faire dire qu'ils sont bons, qu'ils sont capables, puis donc qu'ils peuvent réussir. En les suivant dans le temps, ce que je me suis aperçu, c'est que justement, l'effet est éphémère. Ceux qui abandonnent leur relation de mentorat vont diminuer leur sentiment de confiance en eux au fil du temps. Et c'est seulement vrai auprès du groupe dont l'orientation dans un but d'apprentissage est faible. Autrement dit, le mentorat,
est une béquille pour des gens qui ne sont pas trop des entrepreneurs. Ils ont besoin de se faire dire qu'ils sont bons. Et quand ils abandonnent la relation, ils reviennent au niveau antécédent. Bon, vous allez me dire, évidemment, ça les a aidés le temps qu'ils étaient mentorés, bien entendu, mais est-ce qu'on fait du mentorat pour toute la vie? Peut-être. Mais c'est quand même un résultat assez surprenant qui montre que les véritables entrepreneurs, à mon avis, n'ont pas tellement besoin de mentorat. Ont-ils besoin d'accompagnement? Oui, peut-être. On l'a vu dans l'étude précédente. Mais quel type d'accompagnement? Donc, globalement, formation, accompagnement est fait à court terme, sauf pour ceux qui ont le profil adéquat. Et le mentorat, peu utile auprès de ceux qui ont le profil d'entrepreneur et temporaire pour les autres. Donc, c'est un peu, à la limite, inquiétant. Mais ce que ça dit, c'est que, dans le fond, auprès de certaines clientèles, l'accompagnement, ça peut être utile, auprès d'autres, peut-être un peu moins. Donc, le profil de personnalité semble influencer l'accompagnement, mais qui s'en soucie vraiment? Est-ce que dans vos structures d'accompagnement, vous travaillez avec ces idées-là de profil entrepreneurial? Au Québec, très peu. On en parle, mais concrètement, on en parle pour dire « Ah oui, lui, il a le profil d'un entrepreneur. » Mais oui, mais c'est quoi? Comment tu le mesures, ton profil d'entrepreneur? L'intuition. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu plus que de l'intuition quand vient le temps de choisir les bons porteurs et de choisir les bons accompagnements pour les gens qui ont un peu plus le profil d'entrepreneur? Parce que dans le fond, les pouvoirs publics incitent énormément de gens à devenir des entrepreneurs, mais ce ne sera pas tous des gens qui vont réussir à créer des entreprises qui vont se développer. Alors, on fait quoi pour ceux qui ont un peu plus de potentiel et on fait quoi avec ceux qui ont un peu moins le potentiel de devenir des véritables entrepreneurs? Je n'ai pas tout à fait la réponse par ailleurs, là. Je vous lance juste des idées pour susciter un peu la controverse. Donc, comment orienter l'intervention dans cette logique-là? À mon sens, les structures d'accompagnement devraient essentiellement se concentrer sur l'entrepreneur et non sur le projet. Mais je le répète, beaucoup de structures focalisent aussi sur le projet pour évaluer le potentiel. Mais à mon avis, le véritable potentiel à évaluer, c'est le potentiel de l'entrepreneur et non de son projet. Parce que peut-être qu'il n'y a juste pas la formation, le bagage conceptuel, l'expérience, l'information pour avoir le bon projet quand il va vous rencontrer. Mais peut-être que si vous l'accompagnez, on le forme et ainsi de suite, le véritable entrepreneur va pouvoir éclore. Ça va? Donc, à mon avis, c'est une erreur de focaliser sur le projet. Ça ne veut pas dire de ne pas jamais regarder le projet, mais ça veut dire de ne pas focaliser très certainement comme point d'entrée sur le projet. L'autonomisation est fondamentale. On le voit avec l'exemple du mentorat. Ça donne, à mon avis, pas grand-chose d'avoir une béquille à un entrepreneur. Donc, il doit apprendre lui-même à devenir un entrepreneur autonome. Sinon, bien, ça veut dire que, dans le fond, il va toujours avoir besoin d'accompagnement toute sa vie. Bon, peut-être que ça vaut la peine néanmoins, mais là, je n'ose pas répondre à cette question-là parce que j'ai peur de trop vous déranger. Donc, et l'apprentissage du métier, à mon avis, est aussi fondamental. Donc, ça implique de rapidement d'amener les entrepreneurs à se placer dans l'action pour apprendre c'est quoi devenir un entrepreneur et développer leurs compétences. Ça me semble aussi important de se concentrer sur l'entrepreneur parce que, comme accompagnateur, vous ne pouvez pas comprendre tous les projets. Est-ce que vous êtes des experts de la métallurgie, du domaine, je ne sais pas moi, des bateaux, de la navigation, de l'agriculture? Vous êtes bon dans tout ça, vous connaissez toutes les industries, vous connaissez le futur de toutes ces industries-là? Ça me paraît illusoire, totalement, de penser que vous pouvez juger d'un projet et avec des projets aussi diversifiés que vous rencontrez. Par contre, un humain, ça reste un humain. Je pense que c'est préférable de focaliser sur l'entrepreneur, notamment pour cette raison-là, et aussi parce que les objectifs des porteurs sont excessivement variés. Et il faut en tenir compte. Donc, comment accompagner, et je vous lance une idée qui a été proposée par Christophe Schmitt et Husson en 2014 dans le numéro spécial sur l'accompagnement que j'ai eu le bonheur de diriger avec des collègues sur l'accompagnement entrepreneurial. Donc, numéro spécial d'Entreprendre et innover avec le texte de Christophe Schmitt que je trouvais excessivement bien fait. Il y en a plein d'autres qui étaient bien faits dans ce numéro-là, mais celui-là m'a accroché en particulier parce que ce qu'ils disent, c'est que dans les débuts, il y a énormément d'incertitudes à l'égard des projets. Donc, ils invitent les accompagnateurs à travailler de manière beaucoup plus effectuelle au début. Donc, à envoyer les entrepreneurs sur le terrain, rapidement les placer en action, à faire avec les ressources dont ils disposent pour avancer et lever les incertitudes. Et une fois que les incertitudes sont suffisamment levées, qu'on maîtrise son projet, là, on peut aller de façon un peu plus causale avec des outils du type business model, plan d'affaires et ainsi de suite.
Mais en amont, quand il arrive, le projet est souvent très, très peu structuré. Il y a beaucoup trop d'incertitudes. Alors, travailler avec le plan d'affaires, et il y a 2 ans, je pense que vous avez débattu énormément de cette question-là, mais je pense que c'est inutile dans les débuts. Ça ne veut pas dire que c'est jamais utile, mais très certainement dans les débuts. Et donc, eux, ils proposent d'accompagner pour amener l'entrepreneur à se poser des problèmes. Pas à se poser des questions, à se poser des problèmes. Pourquoi? Et à identifier ces actions pour les maîtriser. Pourquoi? Quand on est un employé, notre employeur nous dit, bien, écoute, voici ton dossier, travaille là-dessus. Quand tu es entrepreneur, c'est quoi les problèmes qui affectent ton entreprise? Il faut que tu les trouves. Alors, si tu focalises sur un problème qui est peu pertinent, tu peux peut-être passer à côté d'un problème beaucoup plus gros que tu n'as pas vu et te planter à cause de ça, parce que tu n'as pas été capable de bien problématiser, dans le fond, ce que vit ton entreprise et ton projet. Donc, ce que Schmitt et Husson proposent, c'est, comme accompagnateur, d'amener les entrepreneurs à problématiser, donc à comprendre c'est quoi les problèmes qu'ils vivent. Pas à leur dire, voici, je l'ai trouvé ton problème, travaille là-dessus. Ils doivent apprendre eux-mêmes à problématiser. Et une fois qu'ils ont évidemment trouvé sur quoi qu'ils veulent travailler, bien, dans le fond, identifier les actions pour maîtriser ces problèmes-là. Et ça implique comme structure d'accompagnement, parce que je pense que vous n'êtes pas en mesure d'offrir tous les services, en tout cas, ça dépend évidemment de certaines structures, mais ça impliquerait, à mon avis aussi, de servir de point d'accès au niveau des services. Autrement dit, quelqu'un qui dit « moi, j'ai un besoin spécifique de formation », vous devriez être capable de l'aiguiller vers une formation appropriée pour lui permettre de se développer. Donc, ce que proposent ces auteurs-là, et je vous invite à lire ce texte-là qui est excellent. De toute façon, vous allez avoir une partie de la journée d'aujourd'hui et de demain pour réfléchir à comment accompagner, entre autres, mais ça me semble tout à fait utile de travailler sur une posture de facilitateur plutôt que de réparateur. Les accompagnateurs devraient aider à problématiser beaucoup plus qu'à dire comment régler les problèmes. Et ça implique faciliter la construction de sens, avoir une approche maïeutique basée sur le questionnement. Et le plan d'affaires, évidemment, devient un outil parmi d'autres pour amener les entrepreneurs à réfléchir. Donc, si j'essaie de faire la synthèse, l'accompagnement des entrepreneurs devrait créer un environnement favorable pour ceux qui ont le potentiel de réussir dans le métier. Donc, ça implique un accompagnement par un conseiller qui apprend à l'entrepreneur à problématiser, fortement orienté vers l'action et dans une démarche effectuelle, et également fournir un bagage nécessaire pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des travailleurs autonomes et des entrepreneurs, mais vous avez beaucoup de travailleurs autonomes dans vos structures. Donc, en servant notamment de catalyseur des soutiens et des services selon les besoins spécifiques qui seront identifiés. Donc, en résumé, l'accompagnement, ce que je vous parlais tantôt, peu utile pour créer des emplois. Je pense qu'il faut, tôt ou tard, il faudra aborder cette question-là, puis arrêter de subir cette pression-là des pouvoirs publics, de dire qu'il faut créer des emplois et les structures sont là pour ça. Ça amène toutes sortes de problèmes, des filtres, des créations de chiffres qui ne tiennent pas la route pour justifier l'existence des structures et des appuis. Il faudrait sans doute réfléchir que l'accompagnement est plus efficace pour certaines structures, pour certaines clientèles plus disposées à réussir dans le métier. Peut-être la voie vers des services adaptés éventuellement, qui sait, je lance ça comme idée, avec le point focal sur le porteur, moins sur le projet, donc pour apprendre à problématiser par l'approche maïeutique, orientée vers l'action pour permettre d'apprendre le métier, puis servir de pont entre les besoins et les services spécialisés. Voilà, ça fait le tour de l'introduction de cette conférence. Je vous souhaite un bon congrès et une bonne réflexion. Merci. Merci, Étienne. Je crois que le sujet est bien posé. Oui, ça décoiffe. Hein. On le savait, mais alors à ce point, bon, merci. Alors du coup, on va en profiter pour interroger Stéphane, qui, lui, a été accompagné quand même. Voilà. Donc, je réagirai par rapport à plusieurs choses qui ont été dites. Donc, en fait, ils viennent nous dire que l'accompagnement entrepreneurial devait être réservé qu'à certains types de publics. Donc, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. S'il faut qu'on le destine à tout le monde ou s'il faut qu'on le réserve effectivement à ceux qui s'installent dans une dynamique de volontariat ou...
Vaste question. Bon, bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là. Je vous remercie pour l'invitation. Et puis, je profite quand même pour saluer nos partenaires, la région Languedoc-Roussillon et la Caisse des dépôts, qui ont pris la parole tout à l'heure en tant que président de Créalia. Et là, j'ai une double casquette. Je suis effectivement entrepreneur. Un exemple typique, pur jus du Languedoc-Roussillon en création d'entreprise, sans test génétique préalable. Et je vais essayer de contribuer à tes propos, Étienne. J'ai trouvé très intéressant ton approche, un peu effectivement de temps en temps un peu borderline, mais c'est intéressant d'étudier cela. Et je vais essayer de m'appuyer sur mon expérience personnelle, tant en tant qu'entrepreneur que président d'un fonds d'amorçage qui s'appelle Créalia, porté par le réseau Sinière Sud, et donc avec une vision assez plurielle des différents profils d'entrepreneurs. Moi, j'ai envie de dire que si l'accompagnement avait été réservé aux simples projets porteurs, ben, je crois que j'existerais pas aujourd'hui. Voilà, tout simplement en tant qu'entreprise. Parce que déjà, il y a une difficulté d'imaginer, de qualifier qu'est-ce qu'un projet porteur. Alors, à Créalia, on essaye de mettre en place des méthodes, focuser pas mal sur l'entrepreneur et l'équipe, d'ailleurs. Avec des méthodes de caractérisation de l'innovation qui s'appellent Nouvelle Ère, par exemple. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Et les membres de mon comité d'engagement ont beaucoup de travail à chaque fois quand on écoute un entrepreneur pour essayer d'apprécier les qualités entrepreneuriales du porteur de projet. On aime bien quand ils sont plusieurs, parce que du coup, il y a une diversité génétique et phénotypique dans le dossier. Et on a ce focus point très fort dans la notation du projet. Donc moi, à l'époque, quand j'ai créé mon entreprise, je sortais de l'école, je n'étais même pas encore diplômé, j'avais 24 ans, j'avais 3 associés qui avaient 21, 22 et 23 ans respectivement. Et donc en 99-2001, au moment où la conjoncture économique était déplorable, bulle Internet qui explosait, les attentats du World Trade Center, et puis 4 jeunes, même pas diplômés, qui veulent créer une entreprise. Alors on a eu notre diplôme, ça ne nous a pas aidé non plus. Et là, à l'époque, quand on a expliqué qu'on voulait faire de la smart agriculture, qu'on voulait faire utiliser Internet à des agriculteurs, alors là, encore pire. Donc on n'avait pas le crédit de l'entrepreneur, de par notre jeunesse, et en plus, on avait un projet complètement un peu en rupture, avec beaucoup d'innovation, et quand même, le processus d'accompagnement, en l'occurrence en Languedoc-Roussillon, c'est de celui-là que je vais vous parler. Et je réserve mes propos à la création d'entreprises innovantes parce que sur les autres domaines, je ne suis pas forcément compétent. Nous a accompagnés et nous a permis de nous révéler. À plusieurs titres. On est accompagné par le LRI, puis par l'incubateur Supagro Montpellier, puis enfin par le BIC, Cap Alpha, Cap Oméga. Et on a progresser comme ça dans la maturation et le développement de notre projet. Et je pense que sans accompagnement, on n'y serait pas arrivé. Voilà. Donc, à la question, est-ce qu'il faut réserver l'accompagnement? Je dis non. Je pense que l'accompagnement doit s'adresser à tous les projets, évidemment avec du professionnalisme, du filtre, etc. Il ne faut pas que ce soit la foire d'empoigne, évidemment, mais il s'agit d'être assez pluriel et en matière d'innovation, d'élargir encore plus aussi à tout type d'innovation. Je vais m'adresser au chef d'entreprise que vous êtes, au chef d'entreprise qui connaît une certaine réussite, voire une réussite certaine. Étienne Marcel nous a parlé de génétique et notamment de ces 2 fameux gènes dont j'ai déjà oublié les numéros. Vous avez fait un mélange. Étienne Saint-Jean. Étienne Saint-Jean, excusez-moi. Mais Étienne et Stéphane, c'est très proche. Hein. Tout à fait. En latin, Stéphane, c'est Étienne. Donc Étienne Saint-Jean nous a parlé de la génétique et de ces 2 gènes Star Wars. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous aviez le gène de l'entrepreneuriat? Plus largement, est-ce que vous pensez que finalement la réussite d'une entreprise est inscrite dans l'ADN de l'entrepreneur qui la dirige ou qui la porte? C'est une question très épineuse, quoi. C'est un peu compliqué d'aborder les choses de cette manière-là. Alors en plus en France, parce que déjà que l'entrepreneur a du mal à avoir une image positive auprès de la société civile, où l'entrepreneur est bien souvent instrumentalisé, stigmatisé. Si en plus on lui colle des caractères génétiques discriminants et phénotypiques, on est mal barré. Hein.
Donc, non, moi j'ai envie d'écarter la question et de dire que sur le plan intellectuel et de recherche fondamentale, je pense que c'est intéressant, vraiment. C'est extrêmement intéressant comme dossier. Mais par contre, je pense que c'est à mettre de façon choisie dans les mains d'un certain nombre d'acteurs. Et il faut faire très attention avec ça. Alors, je ne suis pas forcément très adepte de l'hérédité entrepreneuriale. Je pense que oui, bien sûr, l'environnement dans lequel on vit, l'éducation peut contribuer à développer une envie d'entreprendre, avec ou sans le gène Star Wars. Mais pour avoir fait du business en France, à l'étranger, avoir vu une grosse, je pense au moins 200 entreprises au sein de Créalia dans la création d'entreprises innovantes, et j'ai pas, moi, trouvé le profil type de l'entrepreneur. Alors évidemment, hein, pas de prélèvement génétique, mais y compris sur le plan postural, sur le plan intellectuel, il n'y a pas de profil type selon moi. Je pense que Steve Jobs et Xavier Niel sont deux personnalités complètement différentes. L'extraversion, je ne sais pas si ça se dit, Steve Jobs ne l'avait pas, et pourtant il a créé un empire. Donc je pense que voilà, c'est intéressant sur le plan intellectuel, mais moi j'ai pas envie de trop travailler sur cette question-là. Alors il y a des traits de caractère hein, quand même, effectivement. Hein. L'ambition, le courage, la pugnacité, c'est des traits qui se cultivent et peuvent se développer par des échanges d'expériences. Et nous, chez Créalia, on est très adeptes justement, comme je vous disais, d'identifier ces traits de caractère dans l'équipe de porteurs de projets. Quand on a un entrepreneur isolé, on aime bien justement lui coller d'autres associés éventuellement, avec justement une complémentarité de caractère. Et effectivement, quand on a ces traits de caractère, quand même, c'est quand même important de le dire, quand on a ces traits de caractère chez l'entrepreneur, c'est plus facile. Effectivement, c'est quand même plus facile. Maintenant, est-ce que ces traits de caractère s'expriment grâce à la génétique? J'en sais rien. Je pense qu'on a une vie, on a une expérience. Moi, quand j'avais 24 ans, 25 ans, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais pas la même personnalité qu'aujourd'hui, j'avais pas le même background. Et je crois que l'accompagnement est là aussi pour mettre en évidence et développer ces traits de caractère-là qui sont effectivement en forte corrélation avec la réussite. Ouais. Ouais, donc du coup, vous nous dites bien, contrairement à Étienne, que l'accompagnement sert à quelque chose. Mais du coup, heureusement, hein, parce que quand même, on est là pour justement travailler à l'accompagnement de demain. Donc, est-ce que l'accompagnement sert bien à quelque chose? Éventuellement, vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous auriez aimé trouver comme accompagnement? Alors, moi j'ai trouvé tout ce qu'il fallait hein, en tant qu'entrepreneur. Donc d'abord, la question, est-ce que l'accompagnement sert à quelque chose? Oui, de façon extrêmement certaine. Ça me paraît fondamental. Et dans la création d'entreprises innovantes, c'est un des facteurs clés de succès. Pourquoi ? Je ne dis pas qu'un entrepreneur avec une bonne idée, le gène et une bonne personnalité n'arrivera pas à créer son entreprise et la développer seul. Par contre, l'effet accélérateur de l'accompagnement va lui permettre d'éviter un certain nombre de pièges, de gagner du temps, d'aller tout de suite au bon endroit pour solliciter un certain nombre d'aides, de bénéficier du prêt Créalia, voilà, d'être dans l'efficacité et dans qui puisse se concentrer sur le développement de son entreprise et pas perdre de temps à plein de choses. Bon, même si c'est pas pour autant qu'il arrivera à mieux lever des fonds, parce que ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, l'accompagnement, il est fondamental, en tout cas à ce niveau. Donc oui, il est évident qu'il faut garder cet accompagnement. Il y a l'effet, donc je vous disais, de booster au début, avec cet effet de formation. Moi, quand j'ai suivi l'accompagnement et la formation de l'entrepreneur, quand vous êtes ingénieur, moi je suis ingénieur agronome, je suis assez d'accord par contre sur la corrélation agriculture, ça oui, beaucoup.
Mais en tout cas, j'avais quand même pas une formation complète sur tous les métiers de l'entrepreneur. Et cette formation initiale permet quand même de mieux se retrouver dans l'environnement de la création d'entreprise qui est compliqué, avec un certain nombre de requins parfois. Donc je crois que là-dessus, c'est important. Ce que je veux aussi préciser sur cet accompagnement, c'est que moi, ce que j'ai trouvé beaucoup dans l'accompagnement, c'est du soutien. Parce que créer une entreprise, vous le savez tous, c'est difficile. C'est difficile, il y a des échecs, il faut savoir se relever. Et même si la mentalité de l'entrepreneur, c'est effectivement d'apprendre de ses échecs et de progresser, parfois c'est un petit peu difficile quand il y en a 1, 2, 3 et 4 qui s'enchaînent. Et là, moi j'ai trouvé toujours à chaque fois dans la structure d'accompagnement des personnes qui étaient à l'écoute, tout simplement. À l'écoute, qui soutiennent et qui permettent de se relever plus facilement. Et puis l'accompagnement, c'est aussi quand même la mise en réseau, il faut quand même le savoir. Quand on est accompagné dans une structure d'accompagnement, par exemple du réseau Senior Sud, on se situe physiquement dans une pépinière d'entreprise où il y a d'autres entrepreneurs, ça grouille, il y a un état d'esprit, il y a des rencontres qui se font, il y a même parfois des synergies business qui peuvent se créer. Et donc, c'est extrêmement aussi là, bénéfique pour l'entrepreneur ou l'équipe qui entreprend. Et je voudrais quand même aussi préciser sur le plan plutôt macroéconomique, l'accompagnement pour moi est un facteur clé de succès au développement économique, en tout cas en région Languedoc-Roussillon, puis demain Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Languedoc-Pyrénées, c'est pas mal en fait, hein, Hélène. Et on a cet état d'esprit, ce phénomène de mise en réseau, la mise en place de clusters avec des pôles d'excellence. Par exemple, dans le digital et dans le numérique, Montpellier est une métropole qui est French Tech. Au niveau de la région Languedoc-Roussillon, l'ensemble des acteurs du numérique se sont regroupés dans la French South Digital, qui est un cluster qui réunit tous les acteurs et tout ça, ça gravite autour des structures d'accompagnement. Il y a des entreprises en cours d'accompagnement, ceux qui viennent de sortir de l'accompagnement. Donc il y a cet effet-là qui est extrêmement positif. Donc oui, l'accompagnement, il faut le conserver. Par contre, peut-être l'envisager différemment. Donc c'est là où je crois que c'est l'objet du congrès. Donc, mais je crois que l'accompagnement doit être aussi agile, prendre en considération les révolutions que connaît le monde de l'entrepreneuriat. Je suis très d'accord avec ce qu'a dit Gaël tout à l'heure. L'économie du numérique et du digital nous oblige à revoir nos modes de pensée. Ce qui était impensable à une époque le devient aujourd'hui. Donc le paradigme doit changer et l'accompagnement doit aussi évidemment s'adapter à ce changement de paradigme. Donc plus d'agilité, il y a un effet générationnel aussi. Avec des générations qui sont des générations connectées. Et donc, mais moi en tout cas, je ne suis pas inquiet sur votre capacité à vous adapter à ces changements. Et enfin, juste une petite note, oui. Une petite note sur la partie développement économique. Je voudrais quand même, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, Étienne, c'est que oui, effectivement, si tu mesures le taux de création d'emplois sur une échelle courte, l'entrepreneuriat, et notamment dans le monde de l'innovation, a un poids qui est faible. Le réseau Senior Sud Créalia, on accompagne 600 entreprises de façon annuelle. Créalia a injecté 7 millions d'euros sous forme de prêts sur l'honneur dans ces entreprises-là. Et effectivement, quand on cumule le nombre d'emplois, on est un petit millier d'emplois. Bon, c'est pas énorme. Par contre, pour être une entreprise de plus de 10 ans qui crée plusieurs centaines d'emplois, comme moi par exemple, moi j'ai créé 120 emplois grâce à SMAG, et évidemment aux étapes initiales et l'accompagnement, pour être une entreprise de 10 ans, il faut avoir été une petite entreprise au début de 2 ans. Et donc je crois qu'on doit mesurer ça sur le long terme, on doit se projeter et essayer de suivre nos entreprises accompagnées pour renouer avec des statistiques qui soient plus heureuses. Et je parle aussi de la qualité de l'emploi, la pérennité de l'emploi. Chez Créalia, nous avons des taux de réussite à 84% au-delà des 5 ans. Donc ça veut dire que la création d'emplois, c'est aussi, sur le plan qualitatif, une volonté de pérenniser l'emploi des entrepreneurs. Donc là, je voudrais aussi quand même, juste sur le plan économique, et puis je m'arrête là,
préciser quelque chose. Quand vous créez une entreprise, et je vais vous prendre la mienne, j'ai créé une entreprise, j'ai été accompagné, j'ai suivi tous les processus d'accompagnement. J'ai créé 120 emplois, 70 à Montpellier. Et à un moment, l'entrepreneur et ses associés se posent des questions. On a ouvert notre capital et on a fait rentrer un gros acteur, une multinationale. Et cette multinationale a décidé de créer un pôle de compétences sur la smart agriculture et le big data en Languedoc-Roussillon. Prendre un autre exemple, je vais prendre l'exemple de Texia, Stéphanie que je connais bien, qui a créé son entreprise au même moment. Elle a quand même réussi à un moment à drainer Schlumberger, qui est un acteur international, en Languedoc-Roussillon. Donc je pense que le retour, le ROI, si je puis dire, de l'accompagnement, il se mesure là aussi, sur ces aspects-là. C'est-à-dire qu'on est capable, nous, les entreprises, à forte attractivité, de drainer des gros acteurs en région et d'avoir ce retour sur investissement en créant du développement économique. Et je crois que voilà, on a aussi cela à rentrer dans nos statistiques pour mesurer l'effet, je l'affirme, bénéfique de l'accompagnement qu'il faut absolument conserver. Voilà. Merci Stéphane. Nous voilà quelque peu rassurés sur l'utilité de notre métier d'accompagnateur et également sur l'utilité de ce type de congrès pour travailler à son évolution. Je vais repasser la parole très rapidement à Étienne pour une petite réaction rapide parce qu'on a pris du retard, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Je suis votre seul obstacle avant le dîner. Pour nous, c'est le dîner au Québec, mais vous, c'est le déjeuner. Effectivement, mais je suis quand même assez d'accord avec plusieurs éléments de ta réaction. Je pense qu'on voit à peu près la même chose, mais sous différents angles. Et effectivement, le fait d'avoir des équipes entrepreneuriales, j'ai présenté tout ça dans une logique d'entrepreneur unique, mais effectivement, la notion d'équipe entrepreneuriale que je n'ai pas abordée vient jouer un peu sur les complémentarités des gens qui mènent les projets entrepreneuriaux et donc, au niveau de la génétique, vient apporter une plus grande diversité. Puis peut-être juste pour rebondir sur l'idée, effectivement, des dirigeants comme toi, dans le fond, qui, au bout d'un certain temps, créent des emplois, effectivement, ils ont été une entreprise petite au tout départ, qui ont été accompagnés et que ça a aidé l'accompagnement. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont dû démarrer dans la même année que toi et qui n'ont pas eu le même cheminement. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être mieux disposés pour bénéficier de ces soutiens-là. C'était juste, dans le fond, pour susciter le débat, mais effectivement, je suis assez d'accord avec le fait que ça en prend des soutiens, puisque sans ces soutiens-là, sans doute que tu n'aurais pas pu faire ce chemin-là et devenir une entreprise avec plus d'envergure qui crée des emplois. Donc, c'était plus pour soulever la controverse puis faire jaser, comme on dit au Québec. Merci, Étienne. Non, bon, voilà. On va clôturer là-dessus. Vous avez tous faim. Moi, je vais vous dire simplement, ne serait-ce que d'avoir l'envie d'entreprendre, ça mérite déjà le respect. Et vous avez une action aussi sociale importante sur le territoire. Et donc, effectivement, sur une dizaine d'entreprises accompagnées, il y en a une ou deux qui vont vraiment exploser. Et puis, peut-être le reste qui vont un peu vivoter. Mais ce n'est pas grave. Le tissu économique a besoin aussi de ça. Bien, merci. Alors, on a quand même quelques... Merci beaucoup, messieurs.